Bonjour à tous, bienvenue. On va démarrer tranquillement le temps que les gens rentrent dans la salle. Bienvenue pour cette présentation. Alors on va attendre de vous de la participation, restez éveillés, on est après manger. Si vous n'avez pas bu votre café, venez à notre stand après la présentation. Boire le café, on pourra finaliser les discussions. On va avoir un temps de présentation et puis ensuite un temps d'échange. Donc, aujourd'hui, le thème, vous l'avez compris, c'est la cybersécurité dans la supply chain. On est un acteur, on intervient dans les supply chains de nos clients, donc on va vous remonter un peu les enjeux du terrain et comment est-ce qu'on y répond d'un point de vue stratégique. Donc, qui on est Pascal, je te laisse te présenter. Je m'appelle Pascal Ferrard et j'ai en charge la cybersécurité chez Exotech. Alors, enchanté, Jérémy Rosenblum, je fais partie de l'équipe commerciale chez Exotech. Et donc une petite vidéo pour vous expliquer Exotech, qui on est et ce qu'on fait. Est-ce que certains d'entre vous connaissaient déjà Exotech ou vous êtes... Ouais, un petit peu. Okay. Vous l'avez peut-être compris, donc on est un fournisseur de technologies pour la logistique et principalement pour le monde de l'entrepôt. En fait, on vient accompagner nos clients dans l'intégration de technologies depuis le déchargement de camions jusqu'au chargement de camions pour les commandes qui vont livrer soit des magasins, soit des clients e-commerce, mais aussi on peut s'intégrer dans des supplies plutôt industriels pour du stockage de composants, de l'approvisionnement de lignes de prod ou du stockage de produits finis. Donc aujourd'hui, Exotech, on équipe de l'ordre de 200 sites clients sur 19 pays. On va le voir après, nos géographies principales. Dans les quelques clients que je peux vous citer, on va dire plutôt dans le monde industriel, on travaille avec le groupe Renault, on travaille avec Daher pour des clients aéronautiques. Après, Exotech, on est une entreprise où on est démarré plutôt dans le monde retail, dans le monde de l'omnicanal. Donc notre premier client, c'était Cdiscount. Après, on travaille beaucoup avec des Carrefour, avec des Decathlon, avec d'autres entreprises industrielles. Voilà, je peux avancer. Donc Exotech, qui on est une entreprise française. Notre siège est à côté de Lille, à Ouescal. C'est notre siège, mais c'est aussi notre usine de fabrication. Donc 100% de nos robots, des 14 000 qui sont aujourd'hui en fonctionnement, sont fabriqués et assemblés dans cette usine. Aussi l'ensemble de notre gamme de convoyage et tout notre bureau d'études, conception du logiciel est fait en France. Okay. Donc ça, c'est pour la partie conception. Et ensuite, sur la partie intégration, on a des équipes présentes en Amérique du Nord, en Europe occidentale et en Europe centrale, et aussi en Asie-Pacifique, depuis nos bureaux en Corée du Sud et au Japon, pour le déploiement et l'intégration de nos solutions sur place. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est à peu près 1000 collaborateurs, ouais. Dont à peu près 800 ingénieurs. Ça, donc on reste une entreprise très technologique, avec pour vocation de s'intégrer dans les supply chains de nos clients.
Et justement, et ça fera écho ensuite avec la partie cyber, puisque je pense que tout le monde ici attend qu'on rentre dans le vif du sujet. Finalement, la partie entrepôt, la partie logistique, elle intervient, c'est un des maillons de la chaîne logistique et un des maillons de la supply de nos clients, qui peut intervenir à plusieurs endroits. Là, on le voit au centre, on l'a évoqué, on a certains clients qui utilisent nos solutions pour du stockage de composants avant de l'assemblage. On a certains clients qui utilisent nos solutions pour du stockage de produits semi-finis, pour du produit fini, voire tout au bout de la chaîne, puisqu'on travaille aussi avec des distributeurs e-commerce, voire des drives alimentaires, où là, c'est le client final qui vient chercher sa commande. Donc, vraiment, du composant au produit final, on peut intervenir à tous ces échelons de la chaîne. Et à chaque fois, c'est un élément stratégique, puisque si cet élément-là n'est plus connecté avec le reste de la chaîne, ce sont soit des lignes d'assemblage qui s'arrêtent, soit des commandes clients qui ne sont pas servies, voire même des clients qui viennent chercher leurs commandes et qui ne peuvent pas récupérer leurs commandes. Donc à chaque fois, on est sur des enjeux ultra stratégiques pour nos clients. On peut même couper le son. Et donc justement, je voulais vous montrer quelques exemples de déploiements qu'on a pu mettre en place. À gauche, vous voyez, c'est un programme de déploiement qu'on a fait avec Decathlon, et à droite, c'est la mise en place de notre solution sur l'entrepôt de Renault à Villeroy. Ce qui est intéressant sur la vidéo de gauche pour Decathlon, on a mis en place un programme qu'on a déployé nos solutions sur 7 entrepôts du groupe pour tout le réapprovisionnement de leurs magasins en Europe. Ce qui veut dire que si dans la salle, vous êtes déjà allé chez Decathlon, je pense que ça doit être le cas, vous avez acheté des produits qui sont forcément passés par une de nos solutions. Okay. Tous les magasins aujourd'hui en Europe, Decathlon, sont approvisionnés par une technologie Exotec. Okay. De la même manière, si vous conduisez une voiture Renault, les pièces détachées en France, tous les garages, sont approvisionnés par une technologie Exotec. Donc vous voyez, c'est là où on parle de stratégie, c'est-à-dire que si jamais on a des problématiques de disponibilité sur nos éléments, ça va être la promesse client, ça va être des voitures arrêtées chez Renault, ça va être des magasins qui ne vont pas être réapprovisionnés chez Decathlon, des lignes de prod qui vont s'arrêter chez Daher ou d'autres industriels. Donc c'est vraiment un élément stratégique sur lequel il faut qu'on soit extrêmement vigilant d'un point de vue disponibilité, mais aussi d'un point de vue cybersécurité. Voilà, tu veux la slide. Voilà, alors derrière les robots qu'on vient de voir dans les vidéos, bien évidemment, il y a tout un système informatique. Alors, un système composé de réseaux Wi-Fi, donc qui permet de communiquer avec les robots. On a aussi des serveurs sur lesquels tournent des applications qui permettent de piloter la flotte de robots et d'orchestrer finalement tout le système. Et puis ensuite, on retrouve là les robots qu'on a vus sur les vidéos. On a aussi des convoyeurs, des bras robotisés pour faire le picking, et puis on intègre aussi tout un tas de machines pour former des cartons, pour les ouvrir, des tunnels RFID, enfin tout ce qui est nécessaire selon les besoins du client. Alors ce système, en fait, c'est un système qu'on livre clé en main et que l'on connecte sur le réseau du client de manière à ce que l'ERP logistique du client, qu'on appelle un WMS pour Warehouse Management System, puisse envoyer les ordres à notre système. Il va lui dire va me chercher 3 règles, 2 gommes et un stylo. Notre système, en fait, via une API qui est exposée sur le réseau du client, prend cet ordre-là. Et c'est alors que nos applications qui savent exactement où se trouvent les gommes, où se trouvent les règles, où se trouvent les stylos dans tous les racks qu'on a vus, l'application va trouver le robot qui est a priori le plus à même de répondre rapidement, de ramener rapidement l'article à l'opérateur. Et donc c'est comme ça qu'on va orchestrer la flotte de manière à pouvoir mettre ces articles-là dans le carton le plus vite possible. Et d'ailleurs, on s'engage sur une performance, pénalité à la clé. Et c'est ça, je dirais, que notre vrai différenciateur. Donc pour revenir au système informatique, alors comme tout système informatique, forcément, les différents composants peuvent être porteurs à certains moments de vulnérabilité, qui sont finalement autant de points d'accroche, de points d'entrée
pour d'éventuels attaquants. Alors, pour nuancer un petit peu le propos, par construction, le système n'est pas exposé sur Internet, donc ça limite déjà d'autant cette fameuse surface d'exposition ou surface d'attaque. Néanmoins, le système reste quand même exposé au rayon du client, au réseau du client, comme on peut le voir. Alors de façon limitée, puisque seuls certains flux applicatifs sont autorisés et pas tout. Et puis le système est aussi exposé au travers du réseau Wi-Fi, puisque comme vous le savez, un réseau Wi-Fi, on ne maîtrise pas vraiment le périmètre, donc ça veut dire que forcément ce réseau Wi-Fi va déborder à l'extérieur de l'entrepôt. Donc ça veut dire que bien évidemment il y a un gros enjeu cyber autour de ce système-là. Alors les principaux risques qu'on doit adresser, le premier c'est l'indisponibilité, alors qui peut être partielle ou totale. Partielle, ça veut dire que on va avoir des robots qui ralentissent, et puis total, on peut avoir carrément le système qui s'arrête. Ça peut arriver, hein, pour différentes raisons. Ça peut être un moment, un bug, bon, voilà, ça peut arriver, ça arrive. Ou ça pourrait être aussi une attaque. Et ça pourrait être un bon moyen, en fait, pour un attaquant qui veut attaquer telle ou telle entreprise, de s'en prendre à sa chaîne logistique en allant attaquer donc un système comme celui qu'on déploie. Donc productivité réduite, ça veut dire évidemment derrière des commandes qui sont retardées et des engagements que notre client n'est plus en mesure de tenir vis-à-vis de ses propres clients. Donc évidemment les enjeux sont majeurs et c'est pour ça que nos clients font de la cyber un sujet de discussion qui arrive très tôt dans la partie commerciale, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Alors, pour traiter ce risque-là, la réponse se fait en plusieurs parties. Premièrement, la résilience, c'est-à-dire que par construction, le système est résilient, c'est-à-dire qu'on n'a en fait pas un système, mais deux systèmes qui tournent en parallèle. Donc on a un maître, on a un esclave. Le système esclave contrôle en permanence que le maître est là. Et si à un moment donné, il considère que le maître n'est plus actif, il se dit, il est tombé, c'est moi qui prends le relais. Donc de cette manière-là, en fait, il y a une bascule qui se fait de manière transparente et sans aucun impact sur l'activité. Donc ça permet de répondre à un certain nombre de cas qui pourraient conduire à une indisponibilité. En plus de ça, on a aussi donc une connexion permanente sur ce système depuis donc des control centers. On a 3 control centers à travers le monde. On en a un en France, on en a un autre aux États-Unis et un autre au Japon, donc pour couvrir tous les fuseaux horaires. Et les systèmes qu'on déploie chez nos clients transmettent en continu tout un tas d'informations qui sont remontées vers nos applications et qui permettent de détecter avant qu'une panne survienne, donc de détecter un problème avant que le problème en fait conduise à un incident de production. Et à partir de là, donc les gens qu'on voit là par exemple sur la photo sont en mesure de prendre la main à distance sur le site pour résoudre le problème. Et ce qui fait que 90% du temps, le client ne sait même pas qu'il y a eu un problème. Il ne l'a même pas vu en fait. Voilà. Et là, par exemple, ces gens-là, ce qui peut arriver de temps en temps, c'est qu'un robot reste coincé dans un rack. Et donc là, immédiatement, donc on a quelqu'un qui va se connecter, il a un joystick, hop, il prend le robot, il le descend, et donc ça permet d'éviter la panne. On a ensuite évidemment tout un tas de mesures de cybersécurité que je ne vais pas détailler ici, vous le comprendrez bien. Mais en tout cas, on est là, donc, c'est un système industriel, des robots, mais néanmoins, ça reste un système informatique sur lequel on déploie un certain nombre d'éléments qui permettent de monitorer en temps réel la sécurité et là aussi de remonter des alertes si besoin. Et puis enfin, malgré toutes ces précautions, on peut imaginer que le système, à un moment, que la base de données soit compromise. Et donc, on a également un backup qui est fait en temps réel, de manière à garder en permanence un état du stock, donc de savoir que les gommes, les règles, etc. sont dans tel ou tel bac, puisque vous imaginez bien que ça bouge énormément en permanence. Donc, faire une sauvegarde une fois par jour, ça ne suffit pas.
C'est pour ça que la sauvegarde se fait en temps réel. Donc ça veut dire qu'en cas de sinistre majeur, on est capable de remonter l'entrepôt dans l'état où il était juste avant que le sinistre survienne. Alors, un autre risque que l'on adresse, c'est la non-conformité. Alors, la non-conformité, c'est la non-conformité par rapport à des bonnes pratiques. Donc, par opposition, ça veut dire qu'on pourrait imaginer qu'il y a tout un tas de mauvaises pratiques qui est trait donc, sur le système, enfin, notamment dans la façon de concevoir, dans la façon de déployer, etc. Et donc, ça peut conduire au non-respect de plusieurs réglementations, puisqu'aujourd'hui, on est soumis, et ça constitue d'ailleurs la réponse, à un certain nombre d'obligations. Alors, je vais commencer par la gauche. D'entrée de jeu, en fait, Exotec a fait le choix d'intégrer la cyber comme un différenciateur par rapport à la concurrence, et donc d'intégrer ce sujet-là le plus tôt possible dans la chaîne de conception. Et c'est la raison pour laquelle on est allé chercher donc une certification ISO 27001 doublée d'un rapport SOC 2 type 2 annuel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux référentiels ne sont pas tellement différents. L'ISO est plus porté sur la partie processus liée à la cybersécurité, là où le SOC 2 est plus opérationnel. Donc c'est ce qui fait que les deux... 1, 2, oui. Par ailleurs, l'ISO 27001, c'est une norme qui émane de l'Europe. Donc ça veut dire... Alors, les deux référentiels sont des référentiels internationaux. Mais l'ISO 27001 émane de l'Europe, là où le SOC 2, lui, émane des États-Unis. Et donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir les deux si on veut adresser des clients un peu partout dans le monde. Sachant qu'aujourd'hui, effectivement, c'est quand même un peu le ticket d'entrée pour pouvoir discuter avec donc les grands acteurs que sont nos clients. Donc ça, c'est vraiment un choix Exotec. Et ce choix-là, en fait, sert aussi un objectif lié à la conformité qui, elle, nous est imposée au travers d'une part de NIS 2. Donc NIS 2, en fait, c'est un règlement européen qui finalement concerne à peu près toutes les entreprises européennes. Donc il y a deux types d'entreprises. Si on est concerné, et encore une fois, il y a de grandes chances de l'être, c'est difficile de passer au travers, mais on est soit une entité importante, soit une entité essentielle. Exotec est une entité importante. Et donc, à partir de là, il y a un certain nombre de mesures de sécurité qui doivent être mises en œuvre. Donc, grâce à la conformité dont je viens de parler juste avant, donc au travers de l'ISO et du SOC 2, on a déjà fait un bon bout du chemin. On estime qu'on est à peu près à 80% de conformité. Donc, on n'est pas loin d'arriver au bout. Et à côté de ça, on a aussi une autre réglementation qui s'impose à nous au travers du Cyber Resilience Act, donc le CRA, qui lui en fait concerne justement la partie industrielle, donc vraiment le Skypod System, donc le produit qu'on vend. Et ça, c'est vraiment une obligation à partir de 2027, et c'est nécessaire pour conserver l'étiquetage CE, le marquage CE de nos produits. Et ce marquage CE, c'est la condition sine qua non pour pouvoir vendre nos produits en Europe. Et d'ailleurs, nos concurrents sont soumis aux mêmes obligations, évidemment. Alors, la cyber, en fait, c'est vrai que parfois, dans les entreprises, c'est vécu un peu comme une peine. Enfin, on n'a pas le choix, il faut en faire. Chez Exotec, en fait, on a d'entrée de jeu considéré que c'était plutôt une opportunité. Et en tout cas, on a voulu en faire un avantage concurrentiel. Et raison pour laquelle on a investi assez massivement sur le sujet et en l'intégrant finalement sur toutes les étapes de nos processus et dès le début. Donc, c'est ce qu'on appelle le security by design. Ça veut dire que nos ingénieurs intègrent la sécurité dès la conception des solutions. Et c'est ensuite des mesures qui infusent sur tout le reste de la chaîne. Donc, lorsqu'on fabrique les produits, donc il y a des contrôles qualité, mais il y a aussi finalement des contrôles cyber. C'est aussi un vrai sujet
au moment donc, de la discussion commerciale avec les prospects qui souvent deviennent des clients. Si tu veux en dire un mot, Jérémy ? Oui, alors je pense que dans l'audience, on doit avoir des groupes industriels et c'est vrai que c'est devenu un sujet incontournable. Aujourd'hui, c'est aussi un ticket d'entrée pour certains groupes qui commencent par des discussions cyber avant d'engager des discussions plutôt business, quoi. Ça veut dire est-ce qu'on sera capable d'intégrer les standards cyber de certaines entreprises et ça, c'est un go-no-go avant de pouvoir commencer à parler de la logistique du client. Et justement, le fait d'avoir aujourd'hui une structure chez Exotech et d'avoir intégré ces sujets-là tout au long de la chaîne, nous, ça nous permet de répondre très facilement avec nos certifications, avec nos rapports, mais aussi avec la sécurité un peu par design de notre solution. Et ce, pas uniquement dans les phases de vente, puisque bien sûr, on va le travailler pendant les phases commerciales, on va co-concevoir les solutions ensemble, que ce soit d'un point de vue métier, logistique, mais aussi d'un point de vue cyber. Mais après, pendant le déploiement et pendant la maintenance, on va continuer à s'assurer que nos solutions elles s'intègrent correctement dans votre écosystème. Puisque ça sert à rien. Ça serait dommage d'avoir une solution qui est bien pensée d'un point de vue cyber, mais qui va générer des failles au moment de l'interface, puisqu'on l'a vu, on n'est pas une solution qui est 100% autonome, on a des interfaces avec votre écosystème IT. Donc ça, on va s'en assurer pendant la phase de déploiement et pendant toute la durée de vie du système, puisque une de nos spécificités, ce que disait Pascal, c'est que on n'est pas uniquement intégrateur de solutions, ça veut dire une fois que la solution elle est déployée, on vous donne les clés, on vous laisse partir. Nous, on reste avec vous, à vos côtés, pendant toute la durée de vie de la solution et on s'engage sur les performances de la solution pendant toute cette durée de vie. Donc c'est véritablement un engagement de résultat et pas un engagement de moyens. Et donc nous, on met tous les moyens nécessaires pour atteindre ces résultats. La cybersécurité en fait partie, puisqu'on l'a vu, un des risques principaux, c'est l'indisponibilité. L'indisponibilité, pour nous, c'est ce sur quoi on s'engage, la disponibilité de la solution. Donc voilà, on vient vraiment intégrer ces sujets-là donc dans la phase de conception, mais aussi donc, dans la phase d'intégration qui démarre à la phase commerciale et termine à la fin de la vie de l'installation. Et donc en injectant la sécurité en début de chaîne, eh bien, en bout de chaîne, ce qu'on produit, c'est de la résilience, ce qu'on a vu, ce que je vous décrivais. Et finalement, c'est aussi comme ça qu'on crée de la confiance avec nos clients. Donc, et on s'en félicite puisqu'on a des clients qui achètent un premier système et qui ensuite en achètent d'autres. C'est le cas de Decathlon et de d'autres clients. Donc c'est en ça que, encore une fois, ce pari est plutôt gagnant. Donc ce pari qui consiste à intégrer la cyber en début de chaîne et surtout d'en faire vraiment un véritable argument commercial qui nous différencie donc des compétiteurs. Alors, l'autre point, c'est qu'on est une société française donc qui conçoit et qui produit en France. Donc, ce qui nous permet de mettre en avant finalement une forme de souveraineté. Alors, c'est un mot qui peut nous emmener très très loin, puisque derrière, et en toute transparence, on utilise aussi des ressources du cloud américain, d'AWS, même si on est sur une région hostée en Europe. Mais malgré tout, ce n'est pas complètement souverain. Mais le fait d'avoir la R&D en France crée quand même une proximité, en tout cas pour les clients français et par extension européens. Et ça, c'est aussi souvent très apprécié. Et là encore, un différenciateur par rapport à notamment la concurrence qui émane de la Chine, comme dans beaucoup de secteurs. Donc là aussi, voilà, c'est quelque chose qu'on met en avant. Alors, en guise de conclusion et un peu d'ouverture, évidemment, on ne peut pas ne pas parler d'IA. Alors, l'IA, c'est évidemment un sujet qu'on intègre comme une opportunité pour améliorer nos solutions, pour les booster, et parce que vraiment, c'est un véritable accélérateur, bien sûr. Mais c'est aussi, évidemment, un gros risque. Alors, vous avez sans doute entendu parler de Mythos. Alors, je trouvais que la bière, en plus, vu la météo, tombait à point. Donc Mythos, c'est le dernier modèle frontière, comme on dit, d'Anthropic. Donc on parle beaucoup de Mythos pour Anthropic, mais il y a l'équivalent chez OpenAI, etc. Alors bon, pour l'instant, c'est un modèle qui n'est pas rendu public et qui a même été
arrêté par Mythos à la demande du gouvernement américain il y a quelques temps. Mais bon, le sujet n'est pas là puisque bientôt ça sera de toute façon accessible. La vraie rupture avec ce type de modèle, en fait, c'est que ils ont franchi un seuil en termes d'intelligence, bien que restant artificiel, et qui va finalement permettre de décupler le nombre de vulnérabilités et surtout le temps qu'il va falloir pour que les attaquants puissent exploiter ces vulnérabilités. Donc ça veut dire que là, on s'attend à devoir faire face à un véritable tsunami, et ça se prépare. Donc la plupart des entreprises matures, et on a la prétention d'en faire partie, se préparent. Donc on a un Mythos Ready programme. Le but, c'est justement de construire aussi des défenses basées sur l'IA pour être en mesure d'identifier le plus tôt possible et de fixer le plus tôt possible les vulnérabilités qu'on pourrait trouver dans notre code, sachant qu'on développe énormément de code, donc forcément il y a des vulnérabilités. Donc avant effectivement de déployer ça sur nos systèmes, on a recours à l'IA, donc à la fois pour développer, mais pour identifier des vulnérabilités et les corriger dans la foulée. Voilà. Voilà, si. Parce que c'était le sujet d'ouverture et de conclusion. Bien sûr, on a aussi de l'IA dans nos produits, mais là, le thème, c'était la cybersécurité. Maintenant, c'est le temps pour vos questions. N'hésitez pas. Sinon, on peut tous se retrouver autour d'un café sur notre stand. On est là-bas à l'entrée. Pour les questions ou les commandes. Des commandes, bien sûr. Si vous avez votre chéquier, n'hésitez pas non plus. Bien. Non, la cyber, ça vous... Ah. Il y a deux. Attends, après. Vous utilisez le Wi-Fi du client ou vous mettez votre propre Wi-Fi? Non, on utilise notre propre Wi-Fi. C'est souvent un sujet de discussion avec le client, avec certains clients qui disent non, mais nous, on préférait que vous utilisiez le Wi-Fi qu'on a déployé dans le warehouse. Et là-dessus, on est très ferme. En fait, on arrive avec notre système clé en main parce qu'on l'a optimisé par rapport au channel Wi-Fi, par rapport à tout un tas de choses. Et si on s'engage sur une performance, c'est aussi parce qu'on maîtrise tous les composants. Vous avez une question? Le monsieur avait une question. Bonjour, merci pour la présentation. Vous avez commencé, vous avez expliqué que vous réduisissez la surface d'attaque, air-gapped, si j'ai bien compris. Pardon? C'est en air-gapped, c'est pas exposé à Internet? Non. Voilà. Mais en même temps, vous dites aussi que vous avez la possibilité, vous avez de la télémétrie et la possibilité en bidirectionnel en plus, ça veut dire qu'on peut même maîtriser les robots à distance, donc je ne comprends pas comment on peut faire ça si on n'est pas exposé. Excellente question. Alors en fait, on a un lien permanent, on a un tunnel VPN permanent qui est établi et on passe par l'infrastructure du client pour ça. Voilà. Mais en effet. Voilà. Mais en fait, voilà, le système, on pourrait imaginer le même système complètement exposé sur Internet. Et pourquoi pas, on pourrait le sécuriser. Mais par conception, ce n'est pas le choix qui a été fait. Et finalement, on est plutôt content que ce ne soit pas le cas.